As-tu déjà regardé quelqu'un que tu aimes, vraiment quelqu'un de ton sang, et senti un froid glacial te parcourir l'échine? Un murmure instinctif te disant que son visage n'est qu'un masque? Cette chaleur qu'on te donne, ce sourire. Et si ce n'était qu'un costume pour cacher l'ombre en dessous? Bienvenue là où les histoires africaines deviennent ton miroir. Ici, on ne raconte pas pour dormir, on raconte pour se réveiller. Chaque récit est un écho de ta propre vie, de tes doutes, de tes triomphes. Imagine une petite fille. Appelons-la Ifeoluwa. Son nom signifie l'amour de Dieu. Mais elle a l'impression que Dieu a détourné le regard depuis longtemps. Tu la connais, cette fille. Une partie d'elle vit en toi. C'est cette partie qui se souvient de la première grande douleur, celle qui a redessiné les contours de ton monde. Pour Ifeoluwa, cette douleur a un visage. Celui de son père, le jour où il a volé la vie de sa mère, sous ses yeux d'enfant. Le silence qui a suivi le cri est un son qu'elle n'oubliera jamais. Maintenant orpheline, la voilà déposée sur le seuil de la seule famille qui lui reste. La maison de sa tante. Une belle maison, grande, avec des jardins qui promettent la paix. Sa tante l'accueille avec des bras grands ouverts, un sourire mielleux et des promesses de sécurité. « Ici, tu es chez toi, ma chérie, » lui dit-elle. « Je prendrai soin de toi. » Et au début, tu veux y croire. Tu vois Ifeoluwa commencer à déballer non seulement ses vêtements, mais aussi un peu de son cœur brisé. Elle rencontre sa cousine, Abiodun, pleine de vie et d'innocence, un semblant de normalité, enfin. Mais tu sais comme moi que les maisons ont des secrets, et celle-ci respire par ses fissures. Il y a une présence constante, une ombre qui plane. Tantine Chinello, l'amie, la confidente, la sœur de sa tante. Elle est toujours là. Ses visites ne sont pas des visites, ce sont des occupations. Ifeoluwa, avec ses sens aiguisés par le traumatisme, sent que quelque chose ne tourne pas rond. Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette atmosphère lourde, ces silences qui en disent plus long que des cris. Les regards entre sa tante et Chinello durent une seconde de trop. Leurs mains se frôlent d'une manière qui n'est pas simplement amicale. Abiodun ne voit rien. Elle est une enfant heureuse dans une maison heureuse. Mais Ifeoluwa a déjà vu un monde heureux s'effondrer. Elle est une sentinelle. Une nuit, un cauchemar la réveille en sursaut. Encore et toujours le même, le silence après le cri. En sueur, le cœur battant, elle cherche le réconfort, le seul qu'elle pense pouvoir trouver. Elle se lève, traverse le couloir silencieux jusqu'à la chambre de sa tante. La porte est entr'ouverte, laissant filtrer une faible lueur et des murmures. Elle s'approche, cherchant la chaleur d'une présence maternelle, et c'est là qu'elle voit. Sa tante n'est pas seule. Chinello est là, et elle ne parle pas. Elles sont dans les bras l'une de l'autre, un baiser volé dans le silence de la nuit, un baiser qui brûle de secrets et de transgressions. Le monde d'Ifeoluwa bascule une seconde fois. Le sanctuaire n'en est pas un, c'est une poudrière. Tétanisée, elle recule d'un pas. Son pied heurte le parquet. Un craquement. Un son minuscule dans l'immensité de la nuit, mais aussi assourdissant qu'un coup de tonnerre. Dans la chambre, les murmures cessent. Deux pères d'yeux se tournent brusquement vers la porte. Ils l'ont entendu. Le lendemain matin, le soleil se lève, comme si de rien n'était. Mais pour Ifeoluwa, le monde a perdu ses couleurs. Sa tante lui sert le petit déjeuner avec le même sourire mielleux, mais maintenant, Ifeoluwa voit le poison derrière. Chaque parole douce est une menace. Chaque geste tendre est un calcul. Tu connais ce sentiment, quand la vérité change la forme de tout ce que tu regardes. Ifeoluwa est seule avec un secret qui pourrait la tuer. Un proverbe de chez nous dit « La bouche qui a mangé en secret avec le diable ne peut pas crier au secours en public ». Elle est piégée. Elle mange le repas de sa tante et chaque bouchée a le goût de la cendre. Les jours suivants sont une torture psychologique. Elle voit Chinello arriver et son estomac se noue. Elle voit sa tante lui mentir, mentir à Abiodun, mentir au monde entier. La peur grandit en elle, une liane qui l'étouffe. Elle se souvient de son père.
Elle se souvient comment un secret, une colère, a transformé un homme qu'elle aimait en monstre. Elle regarde sa tante et voit la même possibilité. Si cette femme est prête à trahir son mari qui est à l'étranger, que ne ferait-elle pas à une nièce silencieuse et traumatisée qui détient son secret? L'enjeu n'est plus seulement le confort ou le bonheur, c'est sa vie. Elle doit partir. La décision est prise sans un mot. C'est une décision du corps, de l'instinct de survie. Un après-midi, alors que sa tante est au téléphone, riant avec son amant au bout du fil, Ifeoluwa se glisse dehors. Elle n'emporte rien. Ses souvenirs sont déjà assez lourds. Elle court. Elle court sans se retourner, les rues de la ville devenant un labyrinthe flou et menaçant. Pour une enfant, chaque passant est un géant, chaque voiture un prédateur. Elle ne sait pas où elle va. Elle fuit juste l'ombre qui la poursuit. La faim, la fatigue, la peur. Elle finit par s'effondrer dans un coin, épuisée. C'est là qu'une femme la trouve. Une policière. Pour la première fois depuis des jours, une lueur d'espoir. La femme est douce. Elle l'emmène au poste, lui donne de l'eau. Ifeoluwa pense être sauvée. Elle va tout raconter, la vérité va éclater. C'est une fausse victoire. La policière appelle le numéro que la tante avait laissé partout. Et voilà que le monstre arrive. Le visage déformé par une fausse inquiétude. « Oh, ma chérie, j'étais morte de peur !» crie-t-elle en la serrant dans ses bras. Une étreinte de serpent. Ifeoluwa essaye de parler, de dire « Elle ment !» Mais les mots ne sortent pas. Qui croirait une enfant perturbée face à une tante si aimante, si respectable? La policière sourit, rassurée. « Elle a beaucoup souffert, la pauvre. Elle a des angoisses. » explique la tante. Le piège se referme. La policière la raccompagne à la voiture. Le bruit de la portière qui se claque et le son d'une porte de prison. Ifeoluwa est de retour dans la cage. Mais maintenant, la bête sait qu'elle a essayé de s'enfuir. Le retour à la maison est pire que tout. Le masque de la gentillesse est tombé, du moins quand elles sont seules. Le regard de sa tante est dur comme la pierre. La guerre a changé de nature. Ce n'est plus une guerre de silence, c'est une guerre psychologique. Sa tante commence à semer des graines de doute. D'abord auprès d'Abiodun. « Ta cousine ne va pas bien », lui dit-elle à voix basse. Son traumatisme l'a fait imaginer des choses. Elle a des cauchemars, elle crie la nuit, elle a besoin d'aide. Puis, elle commence à parler au gardien. Willy Bafos, un homme simple qui ne demande qu'à faire son travail. Gardez un œil sur elle, elle est fragile. Elle construit une cage de mensonges autour d'Ifeoluwa, la peignant comme une folle. Tu sais combien il est facile de discréditer quelqu'un qui a déjà souffert. On utilise sa blessure comme une arme contre lui. La vérité, elle, prend son temps. Un de nos anciens dit « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. » Pour l'instant, Ifeoluwa est au sous-sol, et le mensonge est au dernier étage. Elle essaye de se rapprocher de sa cousine, Abiodun, la seule lueur d'innocence dans cette maison. Un jour, elles jouent ensemble. Un moment de répit, de rire. Mais la tante les voit. Plus tard, elle prend sa fille à part. On ne sait pas ce qu'elle lui dit, mais le résultat est immédiat. Le regard d'Abiodun change. La chaleur a laissé place à la méfiance, puis à la pleure. Ifeoluwa est maintenant seule, une paria dans sa propre prison. L'enjeu monte encore d'un cran. Un soir, elle entend sa tante et Chinelo parler à voix basse dans le salon. Elle ne parle plus de cacher le secret. Elle parle de l'éliminer. Elle est un risque. On ne peut pas la laisser parler, surtout pas avec le retour de mon mari. Le mot kidnapping est prononcé, puis le mot accident. Le sang d'Ifeoluwa se glace. Le plan se met en place. Le gardien Willy Bafos devient un problème. Il pourrait voir, entendre, témoigner. Alors, elle crée un incident, l'accuse d'une faute imaginaire et le renvoie sans ménagement. La dernière sentinelle est écartée. La forteresse est maintenant entièrement sous le contrôle de l'ennemi. Le soir même, deux hommes, deux inconnus au visage dur, viennent rencontrer Chinelo discrètement. Ifeoluwa les observe depuis une fenêtre, le cœur au bord des lèvres. Le pacte est scellé. Sa mort est commanditée. Le moment de la trahison ultime arrive. Tentant une dernière fois de se connecter à sa cousine, Ifeoluwa s'approche d'Abiodun. « Maman a raison », lui dit froidement Abiodun en reculant. « Tu es malade, tu fais peur. » Le dernier pont est brûlé. Ifeoluwa est complètement et absolument seule. La nuit tombe.
Mais le sommeil ne vient pas. Iféoloa sait qu'ils vont venir. Chaque grincement de la maison est un pas de prédateur. Elle attend, recroquevillée dans sa chambre. La poignée de la porte tourne lentement. Ce ne sont pas les mains de sa tante. 2 ombres se glissent à l'intérieur. C'est le moment. L'instinct de survie, pur et brutal, prend le dessus. Elle bondit, se faufile entre leurs jambes et dévale les escaliers. Une chasse insensée s'engage dans la grande maison silencieuse. Elle renverse une câble, un vase se brise, alertant sa tante qui sort de sa chambre. Non pas pour l'aider, mais pour guider les chasseurs. Par là, elle est allée dans le jardin. C'est une bête traquée dans son propre refuge. Elle parvient à se glisser par une porte dérobée et se retrouve à nouveau dans la nuit, dans les rues sombres de la ville. Elle court, encore, jusqu'à ce que ses poumons la brûlent. Elle finit par se cacher dans une ruelle sale, derrière des poubelles. Et là, dans le noir, le froid et la puanteur, elle s'effondre. C'est ici, au fond du gouffre, qu'elle entre dans son monde intérieur. Tu connais cet endroit, n'est-ce pas? C'est le lieu de ta peur la plus profonde. Pour Iféoloa, c'est la peur d'être effacée. La peur que son histoire, sa vérité, meure avec elle dans cette ruelle, comme un secret sans importance. Elle pleure. Non pas de peur, mais de solitude. Une solitude si vaste, si totale, qu'elle a l'impression d'être un fantôme. Elle se sent abandonnée par Dieu, par le monde, par les ancêtres. Elle parle à sa mère, dans un murmure brisé. « Maman, où es-tu? Pourquoi m'as-tu laissé ?» Dans le silence de son âme, une voix lui répond. La voix de sa mère, un souvenir aussi clair qu'une caresse. « Ma fille, dit la voix, un seul bracelet ne fait pas de bruit. Un seul bracelet ne fait pas de bruit. Il faut être 2. Il faut en allier. Elle ne peut pas survivre seule. Elle doit faire du bruit. » Cette prise de conscience change tout. La peur est toujours là, mais elle n'est plus paralysante. Elle est devenue un carburant. Elle sort de sa cachette, non plus comme une proie, mais comme une survivante avec une mission. Trouver de l'aide, trouver quelqu'un qui écoutera. Le destin, ou peut-être les ancêtres, place sur son chemin une figure inattendue. Willy Bafos, l'ancien gardien, dormant sur un bout de carton. Il la reconnaît. Il est pauvre, il a tout perdu à cause de sa tante, mais dans ses yeux, elle ne voit pas de haine, elle voit de la pitié. Alors qu'il lui demande ce qui se passe, une voiture freine brusquement. Les 2 hommes. Ils les ont trouvés. Willy Bafos n'hésite pas. Il se place devant elle. « Cours !» lui crie-t-il. « Cours et ne t'arrête pas !» Il se jette sur les 2 hommes, créant une diversion, un sacrifice. Iféoloa court, les larmes aux yeux, au son d'un cri de douleur derrière elle. Elle ne sait pas s'il est vivant ou mort, mais elle sait qu'il lui a offert sa seule chance. Le sacrifice de Willy Bafos pèse lourd sur les petites épaules d'Iféoloa. Elle n'est plus seulement en fuite pour sa propre vie, elle porte maintenant la responsabilité de cet homme. Elle ne peut pas le laisser avoir fait ça pour rien. Elle n'est plus une enfant qui fuit, elle est un témoin qui cherche la justice. Mais comment faire? À qui parler? Elle essaie. Elle approche un marchand, un passant. « Aidez-moi s'il vous plaît. » Mais il ne voit qu'une enfant des rues, sale, effrayée. Il la chasse. « Va-t'en, rentre chez toi !» Le monde est sourd à la vérité quand elle vient d'une voix si petite. Elle se sent découragée. Mais le proverbe de nos pères lui revient. La patience est un arbre dont la racine est amère, mais dont les fruits sont très doux. Elle doit persévérer. Elle se souvient de la première policière, celle qui l'avait ramenée à sa tante. Elle ne peut pas retourner vers elle. Elle doit trouver quelqu'un d'autre. Elle marche, déterminée, jusqu'à ce qu'elle trouve un autre poste de police. La peur lui tord les entrailles, la peur d'être encore envoyée, d'être encore traitée de menteuse. Mais l'amour pour sa mère, le souvenir de son visage et la dette qu'elle a envers Willy Bafos la poussent à franchir la porte. Derrière un bureau, il y a une femme. Une inspectrice au regard fatigué, mais perçant. Iféoloa s'approche et d'une voix qui tremble à peine, elle dit « Je dois vous parler. C'est une question de vie ou de mort. » Peut-être est-ce le ton de sa voix, peut-être est-ce la détermination dans ses yeux, mais cette fois, on l'écoute. L'inspectrice la fait asseoir, lui offre un verre d'eau,
et dit simplement « Raconte-moi tout ». Et Ifeoluwa raconte tout. Le baiser dans la nuit, la fuite, la manipulation, les hommes engagés pour la tuer, le sacrifice de Wilberforce. Elle déverse tout son cœur, toute sa vérité, sans omettre un détail. L'inspectrice écoute, silencieuse, son visage impassible. Pendant ce temps, sa tante et Chinelo pensent avoir gagné. Elles ont reçu un appel des tueurs. Le travail est fait. On a eu le gardien. La petite s'est enfuie, mais on a son téléphone. Elle n'a plus de preuves. Elle se croit à l'abri. Le mari, l'oncle d'Ifeoluwa, doit rentrer de son voyage d'affaires le lendemain. Le timing est parfait. Elle prépare la dernière scène de leur pièce de théâtre. De retour au poste de police, l'inspectrice regarde Ifeoluwa. Elle la croit. Alors que l'interrogatoire se termine, le téléphone de l'inspectrice sonne. Elle écoute, son visage se durcit. Elle raccroche et regarde Ifeoluwa. Ils ont trouvé un corps dans une ruelle. C'est ton gardien Wilberforce. Il est mort. L'affaire vient de changer de dimension. Ce n'est plus une histoire de famille sordide, c'est une enquête pour meurtre. Le lendemain, l'oncle atterrit. Il rentre chez lui, fatigué mais heureux de retrouver sa famille. Il ne se doute de rien. Sa femme l'accueille avec un grand sourire. Leur fille Abiodun saute dans ses bras. C'est une scène parfaite, une image de bonheur familial. Comme le veut la tradition, sa femme lui présente une calebasse d'eau fraîche, un geste de bienvenue et de respect pour le chef de famille qui revient de loin. Un geste pur, souillé par le plus sombre des mensonges. Il boit, ignorant que le poison n'est pas dans l'eau, mais dans le cœur de celle qui la lui tend. C'est à ce moment précis que le piège de l'inspectrice se referme. Des voitures de police se garent silencieusement devant la maison. L'inspectrice entre, non pas seule, mais avec Ifeoluwa à ses côtés. Le masque de la tante se fissure, puis vole en éclats. Son visage se décompose en une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle fait ici? L'oncle, perdu, regarde sa femme, puis sa nièce qu'il croyait en sécurité. L'explosion émotionnelle est inévitable. La tante se lance dans une tirade de dénégation. Elle est folle, je vous l'ai dit, elle invente tout. Elle accuse Ifeoluwa des pires mots, essayant de la salir une dernière fois. Abiodun, prise entre son père qu'elle aime, sa mère qu'elle croyait connaître et sa cousine qu'elle a rejetée, fond en larmes, son monde innocent s'écroulant autour d'elle. La fureur remplace la joie sur le visage de l'oncle. Il regarde sa femme et, pour la première fois, il voit l'ombre derrière le masque. L'inspectrice fait un signe. Les deux tueurs à gages entrent, menottés. Ils ont tout avoué, y compris le meurtre de Wilberforce. Puis c'est au tour de Chinelo, arrêté un peu plus tôt, d'être amené. Le filet est complet. La tante, acculée, crache sa haine sur Ifeoluwa. « Maudite petite menteuse, tu as tout détruit !» Ifeoluwa ne crie pas, elle ne pleure pas. Elle la regarde droit dans les yeux, puise sa force dans le souvenir de sa mère et d'une voix calme et claire qui résonne dans le silence soudain, elle prononce une phrase en yoruba. « Oh Toto, yot jade !» La vérité sortira. L'inspectrice menotte la tante. Les insultes et les malédictions fusent alors qu'on l'emmène, elle et sa complice. Le calme revient, un calme lourd de ruine. L'oncle s'approche d'Ifeoluwa. Il la prend dans ses bras, une étreinte qui demande pardon pour son aveuglement. Il attire aussi Abiodun, sanglotante. La famille est brisée. Le mal a été exposé, mais dans les décombres, une petite fille a retrouvé sa voix. La vérité, finalement, a fini de monter l'escalier. Alors, je te repose la question. As-tu déjà regardé quelqu'un que tu aimes et senti ce froid glacial te dire que son visage est un masque? Un proverbe de chez nous dit « Le cœur de l'homme est une chose profonde, plus profonde que la mer. Tu ne peux jamais savoir ce qui s'y cache vraiment. » Parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de combattre les monstres qui vivent au loin, mais d'oser voir le masque sur le visage juste à côté de toi, dans ta propre maison. Mon conseil pour toi aujourd'hui est simple. Fais confiance à ce froid glacial. Fais confiance à ton instinct. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la voix de tes ancêtres qui veille sur toi. C'est ton esprit qui te protège. Ne l'ignore jamais. Quel sacrifice ferais-tu pour que la vérité éclate? Dis-le-moi en commentaire. L'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Une autre attend déjà son tour dans l'ombre, prête à se révéler. Et le prochain esprit connaît déjà ton nom. En attendant, prends soin de toi.